Et je propose qu'on donne la parole à Franck qui a également des choses à Bah, nous raconter, mais plus pour on clôturer, on va, va dire tout ça. d'ailleurs, on va peut-être même faire une vraie transition, parce que Incroyable. souvent, Grouchy, il est un peu évoqué comme Grouchy et ses fraises, qui sont une image qui est, je pense aussi, qui marche bien parce elle est absurde. Oui. Et l'humour absurde, ça a tendance à bien marcher. C'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, et si Napoléon avait gagné à Waterloo? Et alors? Est-ce que, très chers auditeurs et auditrices, vous pensez que l'armée française, qui à ce moment-là est complètement épuisée, qui ne compte quasiment plus de vétérans, aurait pu, après avoir peut-être vaincu une première fois les Prussiens et continuer face aux Russes et aux Autrichiens qui ont plus de 250 000 hommes déployés à l'Est? Le problème de Waterloo, c'est qu'on en fait une espèce de bataille qui aurait pu tout changer, Décisif, quoi. alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, comme Léopold l'avait démontré dans une autre intervention, Mhm. celle sur, d'ailleurs je ne sais pas si c'est pas la même sur Pavie ou si C'est c'est sûr, celle pas sur vie, la je crois, Première il me Guerre semble. mondiale, Mhm. l'idée Donc que c'est la sur pas vie. bataille décisive, pas en réalité, pas forcément quelque chose qui est réellement très présent dans l'histoire militaire. Les victoires et les défaites sont bien plus souvent une série de batailles, une série de choix stratégiques, bien plus qu'une victoire à un moment donné. Et Waterloo, c'est un peu cet exemple-là. On en fait la défaite de Napoléon, alors que ce qui perd Napoléon, c'est avant tout sa diplomatie, avant tout l'épuisement démographique en France. On rappelle quand même qu'au sortir de la guerre, 20% euh, des jeunes français de la génération qui à ce moment-là a 18 ans est morte. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Non, chers non, auditeurs et auditrices. bien sûr. Le nombre de morts est absolument gigantesque. Et d'ailleurs, ça va avoir des répercussions par la suite euh, sur la démographie française. Euh, et tout ça, ça s'ancre surtout dans cette idée de mythe de la bataille décisive, mais aussi du mythe des 100 jours. Parce que, on va pas se mentir, dans tous les retournements de situation historiques qui existent, dans tous les comebacks que j'ai pu voir, il faut bien se l'avouer, les 100 jours, c'est peut-être le plus incroyable. Parce que les 100 jours, c'est Napoléon qui est d'abord exilé à l'île d'Elbe, qui revient, débarque, s'avance face aux armées envoyées contre lui, les retourne à son avantage et marche sur Paris. Et c'est une anecdote assez connue, mais au fur et à mesure qu'il se rapproche de Paris, les journaux Mais parisiens qui éditent des titres de presse sur son avancée changent petit à petit on passe de l'usurpateur en exil rattaque la France à l'empereur est de retour. ouais, Comme quoi, hein, les vestes se retournent ça tombe très rapidement. plus vite que les ordres apparemment. Donc tout ça, je pense, c'est ce qui participe aussi à cette mythologie, on va dire, des 100 jours et de la défaite de Waterloo. Mais il y a un truc qui est assez peu évoqué, voire quasiment jamais, c'est le fait que le congrès de Vienne, qui détermine à la fin des guerres napoléoniennes l'avenir de l'Europe, pas seulement territorial mais aussi politique, puisque le congrès de Vienne marque la victoire à ce moment-là des puissances réactionnaires sur les idées libérales de la Révolution. Ce congrès, il redessine les frontières de la France. Et pas d'ailleurs que de la France, aussi des territoires, des pays allemands, italiens, etc. Mais quand on redessine ces frontières, on se pose la question de sur quelle base on va repartir. Est-ce qu'on part de la carte de l'Europe telle qu'elle existe avant la Révolution? Est-ce qu'on prend une carte pendant la Révolution? Est-ce qu'on prend la carte de l'Empire afin de, de redessiner? Tout ça, ça a des impacts dans la diplomatie. Parce qu'évidemment, en fonction de de la carte que vous choisissez et de la date que vous prenez comme référence, tel ou tel État va faire plus ou moins de revendications sur certains territoires.
À la fin du premier congrès de Vienne, et du premier traité qui est signé, ce sont les frontières de 1792, les frontières actées à ce moment-là en 1792, pas les zones occupées, hein. Frontières définies par des traités qui sont choisies. Entre-temps, Napoléon a lancé ses 100 jours, s'ensuit la défaite de Waterloo, et les puissances coalisées, après la défaite de Waterloo et juste avant la deuxième capitulation de Napoléon, vont décider un nouveau traité, le traité de Paris, qui modifie légèrement ce choix des frontières pour la France de 1792 à 1790, et qui lui retire quelques territoires frontaliers qui avaient été laissés à la France au préalable. Donc, malheureusement, entre guillemets, les 100 jours de Napoléon, si ils sont une épopée impressionnante, on va dire d'un point de vue mythologique, d'un point de vue territorial, c'est surtout une défaite. Je vais vous mettre d'ailleurs sur le Discord, comme ça vous pourrez le voir, puisque j'ai trouvé une assez bonne carte. Hop. Tac, s'il veut bien me la... Attends, 2 secondes, il faut que je la transfère d'abord sur l'ordinateur. Et ensuite... Tac, là. Et vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal de territoires qui sont concernés. Ok. Ah oui. Donc, sur cette carte, qui s'affichera bien sûr devant vous, très chers auditeurs et très chères auditrices. Bien évidemment. Et cette fois, c'est sourcé, contrairement à d'habitude. La France va perdre pas mal de territoires. Déjà, le plus gros territoire peut-être entier, elle perd 2 départements entiers, le département du Mont-Blanc et le département du Léman, qui sont les départements de Savoie et de Haute-Savoie actuels, et que vous pouvez voir sur la carte, ainsi que plusieurs cantons qui sont situés autour de Genève, puisque Genève, bien que suisse, n'était pas connectée territorialement au reste de la Suisse à ce moment-là. C'est par cette décision, par ce retrait supplémentaire de territoire à la France, que Genève va réellement être connectée au reste de la Suisse. Donc, ça peut paraître anodin, mais sans les 100 jours, Genève aujourd'hui serait une ville complètement enclavée en France. Peut-être même d'ailleurs qu'elle ne serait pas restée suisse. C'est une question qui pourrait se poser. Surtout au vu des grands mouvements ouvriers qui ont traversé ce canton. Ouais. De même, la situation en Savoie pourrait poser question, puisque la Savoie n'est rattachée à la France qu'en 1860, lorsque le Piémont-Sardaigne, qui cherche à fonder l'Italie, va céder ses territoires en échange de l'aide de la France, de Napoléon III. Des territoires qui donc, si Napoléon n'avait pas fait ses 100 jours, n'auraient jamais été présents pour être échangés. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau diplomatique, peut-être des choses différentes. Mais c'est pas seulement au niveau diplomatique, parce que là je vous ai parlé de territoires donc dans l'est et le sud-est de la France, mais en réalité il y a aussi pas mal de territoires au nord, le long de des frontières qui sont aujourd'hui belges et allemandes. Des territoires qui seront d'ailleurs par la suite assez contestés. En Belgique actuelle, la France va notamment perdre Bouillon, un bourg dont le nom vous évoque peut-être vaguement quelque chose, puisque c'est le lieu de naissance d'un certain Godefroy de Bouillon, croisé fameux, mais aussi Philippeville, Chimay, le canton de Dour et Marienbourg. Tous ces territoires que vous pouvez voir sur la carte en haut, à la frontière belge. Mais aussi 2 autres territoires, l'un à Landau, qui avait pendant longtemps été rattaché à l'Alsace, et un autre territoire dont vous avez peut-être aussi entendu parler, la Sarre. Peut-être d'ailleurs que nos auditeurs les plus âgés y ont fait leur service militaire, puisque c'est une des régions
dans laquelle la France a des casernements à sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Une région que la France a très longtemps cherché à récupérer au sortir de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont plusieurs villes, Sarrebruck et Sarrelouis, un nom qui, vous en conviendrez, n'est pas très germanique, qui sont perdus donc dans ce deuxième traité sur les frontières françaises, au traité de Paris. Ces deux villes, elles sont le cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui donc la Sarre, la région de la Sarre, qui est une région allemande à part entière, qui est la plus petite d'ailleurs région qui ne soit pas une région-ville en Allemagne, qui est plus francophone d'ailleurs que le reste du pays, raison évidemment de sa proximité et de son histoire commune avec la France, puisque Sarrelouis, comme Landau d'ailleurs, sur la petite pointe que vous voyez au-dessus de l'Alsace, sont des villes qui en réalité sont françaises depuis Louis XIV. Donc ces pertes, entre guillemets, sont des pertes qui dépassent les territoires les pertes des territoires révolutionnaires. Et ce sont des territoires comme ceux en Belgique qui sont très importants en fait. Et on ne s'en rendra compte qu'un demi-siècle plus tard, avec l'essor de l'industrialisation et du développement du charbon et de l'acier, notamment Sarrelouis, mais aussi les territoires donc en Belgique autour de Marienbourg, Chimay et de la Dour. Ce sont des terres houillères, des terres à charbon. Et ce sont des matériaux. Le charbon, c'est une ressource qui va être très importante dans les conflits économiques et les luttes d'influence durant toute la deuxième partie du 19e siècle. Donc, entre guillemets, malheureusement, avec les 100 jours, on gagne une histoire mythique, mais on perd non seulement des territoires, pour certains géographiquement, territorialement importants en termes de surface, comme la Savoie, avec les départements du Mont-Blanc et du Léman, mais aussi des territoires qui sont économiquement très importants, ou en tout cas qui le deviendront, notamment donc en Belgique et en Sarre. Voilà, c'était un petit point sur ce deuxième traité, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, pour les historiens qui connaissent, on a tendance à voir le congrès de Vienne comme un congrès qui définit définitivement les frontières. En réalité, il y a des petits changements après la guerre de 7e coalition, spécifiquement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qui modifie un tout petit peu les frontières géographiques de la France. Ça se voit pas trop sur une grande carte de l'Europe. Et quand on zoome un peu, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'importance de ces territoires. Et que par la suite, d'ailleurs, ils auront beaucoup d'importance au niveau, en tout cas, économique pour certains. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour ta chronique et pour la petite carte aussi qui est toujours d'utilité publique et qui sera bien évidemment dans la version YouTube de cette vidéo, chères auditrices, chers auditeurs qui écoutez sur Spotify. Il faudra faire un petit tour du coup sur la plateforme pour pouvoir voir la carte en question. Tu veux rebondir un petit peu, Léo, ou pas du tout? Bon, c'était intéressant. C'est vrai qu'on parle, comme t'as dit Franck, hein, on parle toujours du traité de Vienne. Et c'est vrai qu'il est important, c'est lui qui définit les règles de la diplomatie, hein, notamment après, pendant tout le 19e et encore pendant une partie du 20e siècle. Donc c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que le traité de Paris en 1815 nous coupe, nous enlève quelques territoires de plus. Alors oui, effectivement, hein, comme tu l'as dit, c'est pas extra, c'est pas énorme, mais bon, on perd une partie de la Savoie, c'est dommage, pas de fromage. Bon, Pas de fromage. On perd des raclettes, c'est dommage. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, cette la raclette. Savoie, elle est donnée à la Suisse, donc du coup, c'est territoire suisse. Lesquels Les départements. Non, le Léman et le Mont-Blanc sont rendus à la Savoie. La Savoie. Au Piémont-Sardaigne, puisque c'est les départements du Mont-Blanc et du Léman n'existent pas aujourd'hui. Ce sont les départements l'équivalent des départements de Savoie, Haute-Savoie. C'est le Piémont-Sardaigne qui est là. Oui, je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'après il faudra attendre le référendum
Ouais, de le plébiscite Louis-Napoléon pour avoir le retour de la Savoie en France. J'étais pas sur le Piémont, effectivement, oui, c'est le Piémont, là. Mais par contre, effectivement, la Suisse gagne du coup aussi quelques petits villages, quelques cantons, qui permettent d'avoir une toute petite connexion entre Genève et le reste de la Suisse, qui sinon est complètement isolé, quoi. Mais tu vois, c'est le genre pour le coup d'Uchronie qui pourrait être intéressante parce qu'on a l'impression que ça change presque rien, Mais alors qu'en fait, il y a des petits détails comme ça. Voilà, c'est tout bête, mais la production minière, notamment de charbon dans la Sarre, Ouais. est très importante. Et si les Prussiens ne la possèdent pas, ben en fait, ils perdent la plus grosse région de développement, la plus grosse zone de développement dans le sud de la Rhénanie. Puisque c'est autour de Saarbrück quand même que s'organisent beaucoup de développement industriel dans le sud de la Rhénanie et dans le Palatinat. Donc ça a l'air de rien. Pareil, les petits territoires en Belgique, ça a pas l'air gigantesque sur une carte. Mais quand on regarde les quantités de charbon qui sortent des sous-sols des communes qui sont concernées, bah, en fait, on se rend compte qu'au niveau économique, ça a un sacré impact. Effectivement, ouais, c'est clair. C'est le genre de choses où, voilà, et typiquement, même si, mettons, ça n'est pas changé le reste de l'histoire, que voilà, la France est toujours défaite, Louis-Napoléon est toujours défait par les Prussiens, etc. C'est le genre de territoire qui ont été revendiqués à Versailles par les nationalistes français à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui auraient très bien pu, du coup, s'ils avaient été enlevés en 1870 par la Prusse, être réintégrés intégralement à la France. Ce qui veut dire pas de mandat de la Société des Nations sur la Sarre, ce qui veut dire après la Seconde Guerre mondiale, pas de territoire autonome de la Sarre, puisque ça aussi, hein, les gens le savent assez peu, mais la Sarre a été un pays indépendant, à proprement parler, avec son propre timbre, ses propres représentations internationales, y compris aux Nations Unies. Ils ont eu leur propre gouvernement pendant un moment. Okay. Avant que la France accepte de laisser l'Allemagne les réintégrer. Parce qu'encore une fois, hein, le précieux charbon et l'acier. Bah, merci encore une fois du coup pour tout ça, Franck. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.